Dans cette partie, nous allons étudier la cinétique chimique, c'est-à-dire la vitesse à laquelle se produisent les réactions chimiques. Donc la cinétique chimique, c'est l'étude de la vitesse des réactions chimiques. Certaines transformations chimiques sont rapides, d'autres sont beaucoup plus lentes. Exemple de transformation rapide est les combustions. Les combustions se produisent très très vite. Par contre, on a des réactions comme l'apparition de la rouille sur un objet en fer. Ça, c'est une réaction qui est beaucoup plus lente. On peut accélérer des réactions avec ce qu'on appelle un catalyseur. Un catalyseur, c'est une substance chimique. Dans le cas de la rouille, par exemple, le sel va être un catalyseur. Il peut accélérer le phénomène et la réaction sera moins lente. On ne va pas former plus de produits, et là on ne va pas former plus de rouille, mais on va former cette rouille plus vite. Exemple de catalyseur classique, le sel, le sang ou un métal quelconque, souvent le platine, c'est souvent un catalyseur. Donc un catalyseur, ça ne va pas apparaître dans l'équation de la réaction chimique. Par contre, ça peut réagir à un moment donné, mais ça doit être reformé à un autre moment pour pas que le catalyseur soit consommé. Alors on peut accélérer ou ralentir des réactions en changeant un facteur environnemental, par exemple la pression ou la température. Quand la température ou la pression augmente, la vitesse de réaction va augmenter aussi. La concentration des solutions va aussi avoir un impact sur la réaction chimique et sur sa vitesse. Si la concentration augmente, la vitesse aussi. On verra plus tard pourquoi. Ces facteurs, on les appelle des facteurs cinétiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir un impact sur la cinétique, sur la vitesse de la réaction chimique. Alors, il ne faut pas confondre facteur cinétique et catalyseur. Un catalyseur, c'est de la matière, du sang, un métal par exemple, ou du sel. Par contre, les facteurs cinétiques, ce ne sont pas de la matière. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas les prendre dans sa main. La température, on ne peut pas la prendre dans sa main. La pression, voilà. Ce sont des facteurs donc environnementaux. Dans cette partie, nous allons voir comment calculer ce qu'on appelle la vitesse volumique. On suppose qu'on a une réaction chimique sous la forme petit a plus petit b donne petit c plus petit d, où petit a, petit b, petit c et petit d sont les coefficients stoichiométriques, et grand A, grand B, grand C, grand D sont des molécules, des atomes ou des ions. Ce que j'ai dessiné en vert, donc A et B sont les réactifs, et C et D, ce sont les produits. On peut calculer la vitesse volumique soit d'apparition d'un produit, soit de disparition d'un réactif. Et la vitesse volumique, c'est la variation de concentration par rapport au temps. D'accord ? Donc par exemple, la vitesse d'apparition d'un produit, ici, ce serait la variation de la concentration du produit D par rapport au temps. Et la vitesse de disparition d'un réactif, ce serait par exemple la variation de concentration du réactif A par rapport au temps. On va prendre un exemple. On imagine qu'on a réussi à mesurer la concentration du réactif A en mol par litre en fonction du temps. Ça nous donne la courbe que vous voyez ici à l'écran. Si je veux calculer la vitesse volumique, par exemple, au point 3, eh bien, je vais faire comme on fait quand on calcule une vitesse en mécanique. Je vais prendre le point 3 et le point 4 et je vais calculer la variation, cette fois-ci non pas de position comme quand on calcule une vitesse classiquement, mais la variation de concentration par rapport au temps. Donc voilà ce que ça donne. La vitesse au point 3, c'est la concentration au point 4 moins la concentration au point 3 divisé par delta T. Donc ça nous fait 0,1 moins 0,3 divisé par 0,5 qui est ici delta T. Et on trouve moins 0,4 mol par litre par seconde. D'accord ? L'unité, elle est un petit peu compliquée. V3, on voit qu'elle est négative car c'est une vitesse de disparition. Le réactif va disparaître, donc sa vitesse, elle est négative. La concentration A, on se rend compte qu'elle diminue au fur et à mesure, car c'est un réactif, c'est tout à fait normal. Donc si je calcule la vitesse de disparition du réactif A au fur et à mesure, je l'ai mis en valeur absolue, comme ça, il n'y a pas de signe moins pour nous embêter, on se rend compte que la valeur de la vitesse diminue au fur et à mesure, donc A disparaît de moins en moins vite. En fait, plus la concentration en réactif A est petite, moins A disparaît vite. Ça, c'est cohérent avec ce qu'on a vu tout à l'heure, le fait que quand la concentration est plus forte, eh bien, ça accélère la réaction. On se rend compte qu'au fur et à mesure que A est consommé, il y en a de moins en moins, et il est consommé de moins en moins vite. Cas particulier, une loi de vitesse d'ordre 1. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est quand la vitesse de disparition
du réactif A est proportionnelle à la concentration en A. En terminale, quand un truc est proportionnel à un autre truc, on trace une droite qui passe par 0. Donc, quand on a une loi de vitesse d'ordre 1, la vitesse est proportionnelle à la concentration. Donc, si on trace la vitesse en fonction de la concentration, on a une droite qui passe par 0. Et ça correspond à quel type de courbe? Ça correspond à ce genre de courbe. Et ça veut dire que la concentration est une fonction exponentielle décroissante. Et ouais, c'est comme ça, hein. Une fois qu'on a la courbe de la concentration en fonction du temps, on peut calculer ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Qu'est-ce que c'est? C'est le temps au bout duquel on a consommé la moitié des réactifs ou formé la moitié des produits. Ici, par exemple, on voit que le maximum, c'est 1 mol par litre, et à la fin, on a 0. Donc, la moitié, c'est 0,5 mol par litre. On trace un trait horizontal à 0,5 mol par litre, et on trace un trait vertical pour aller trouver le temps. On est environ à 0,75 secondes. Donc le temps de demi-réaction ici, c'est 0,75 secondes. Ça veut dire que c'est le temps au bout duquel la réaction a consommé la moitié des réactifs ou formé la moitié des produits. La question qu'on peut se poser, c'est comment on peut faire pour calculer la concentration en fonction du temps. Alors soit on fait des titrages rapides d'un échantillon de solution au fur et à mesure, ça peut se faire, mais il ne faut pas que la réaction soit trop rapide, parce que sinon on va vite arriver à 0. Mais l'autre manière, qui est très rapide, c'est de mesurer l'absorbance pour une solution colorée. Donc, on réalise une réaction chimique, ensuite on verse ça dans une petite cuve qu'on met dans le colorimètre, on lit l'absorbance au fur et à mesure, on sait que l'absorbance est proportionnelle à la concentration, et comme ça nous permet de tracer la concentration en fonction du temps assez facilement. On peut faire ça aussi avec un conductimètre, on mesure la conductivité de la solution au fur et à mesure. Avec la loi de Colroche, on peut réussir à trouver une proportionnalité avec la concentration, ça peut marcher comme ça aussi. Donc suivant qu'on a une solution colorée ou une solution qui contient des ions, on va plutôt utiliser l'absorbance ou la conductivité. Alors maintenant, on va aller voir ce qui se passe au niveau microscopique quand les réactions chimiques se produisent. Alors une transformation chimique, ça peut être décomposé en une suite d'actes élémentaires. Et un acte élémentaire, c'est un choc entre deux entités, entre deux molécules, entre deux ions, entre un atome et une molécule. Un choc entre deux entités chimiques. Lors d'un acte élémentaire, certaines liaisons chimiques se forment, d'autres se créent, de nouvelles espèces chimiques apparaissent. On va voir ça sur un exemple. On va regarder cette réaction chimique entre l'ion HO- et cette molécule qui contient du brome. On va ajouter les doublés non liants parce qu'on va en avoir besoin. Et on va regarder avec ce tableau qui nous donne l'électronégativité des différents atomes si on n'a pas des liaisons polaires. Parce que les liaisons polaires, elles vont avoir de l'importance dans les actes élémentaires des réactions chimiques. On va voir ça ensemble. Le carbone, c'est 2,55, le brome, c'est 2,96. La différence entre 2,96 et 2,55, c'est 0,41. C'est supérieur à 0,40, donc la liaison est polaire. Donc on va mettre un petit moins au niveau du brome, c'est lui le plus électronégatif, et un petit plus au niveau du carbone, c'est lui le moins électronégatif. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les zones négatives sont attirées par les zones positives. Donc, notre ion HO- a une charge négative, il va être attiré par le petit delta plus au niveau du carbone. On va représenter ça par une flèche courbe qui représente le mouvement des électrons. Les électrons vont comme ça aller vers la zone où il manque des électrons, vers le petit delta plus. Les électrons vont du moins, qui est un doublé, vers la zone plus où il manque des électrons. Et voilà ce que ça donne. On obtient cette molécule qui est un intermédiaire réactionnel. Un intermédiaire réactionnel, c'est quoi? C'est un truc qui apparaît au cours de la réaction, mais qui va disparaître ensuite. Pourquoi il va devoir disparaître ce truc-là? Bah regardez, on a un carbone qui a 5 bras. Et ça, c'est pas possible. Le carbone n'a que 4 bras. Donc, il va falloir que le carbone perde un bras. Comment ça va se passer? Eh ben, le brome, il est plus électronégatif que le carbone. Et il y a un doublé à récupérer. Eh ben, lui, du coup, il va le récupérer. Et il va donner l'ion Br-. Et donc, voilà ce qui s'est passé. On avait un ion HO- et une molécule qui contenait du brome. Et bien, à l'arrivée, on a une molécule qui contient une liaison OH et le brome qui est parti et qui est devenu un ion Br-. On dit qu'on a réalisé une substitution, le OH a remplacé le Br. Autre exemple de transformation, l'ozone O3 qui va donner des molécules de dioxygène O2. C'est une réaction qui est lente sous l'effet de la lumière. Et le dichlore, il va être capable de catalyser cette réaction, donc de la faire aller plus vite. Donc regardez comment il va faire.
Le dichlore va réagir avec l'ozone pour former du ClO et du ClO2. Ensuite, le ClO va réagir encore avec de l'ozone pour former du ClO2 et du O2. Les deux molécules de ClO2 qu'on a formées juste avant, elles vont réagir avec deux molécules d'ozone pour former deux molécules de ClO3 et deux molécules de dioxygène. Et enfin, les deux molécules de ClO3 qu'on vient de former, elles vont se reséparer en Cl2 et en trois molécules de dioxygène. On se rend compte que le chlore, il est là au début et à la fin. Il est consommé au début mais reformé à la fin. C'est bien un catalyseur. Il ne va pas intervenir dans l'équation globale. On voit qu'il y a des trucs qu'on peut simplifier. Le ClO, ici, il se forme à la première, mais on le consomme à la deuxième. Le ClO2, il se forme à la première, il se forme à la deuxième, mais les deux disparaissent à la troisième. Et les deux ClO3 sont formés à la troisième réaction, mais ils sont consommés à la quatrième. Ça, ce sont des intermédiaires réactionnels. On se rend compte ici qu'on a dans les réactifs de l'ozone et on en a 1, 2, 3, 4. Donc on a 4 molécules d'ozone qui vont nous donner au final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 molécules de dioxygène. On se rend compte que c'est la même réaction que celle qu'on a au début, elle est juste multipliée par 2. Donc on retient qu'un catalyseur transforme une réaction lente en plusieurs réactions rapides, mais n'intervient pas dans l'équation de réaction globale. Donc ça, c'est très important. Et on retient aussi qu'un intermédiaire réactionnel, c'est formé puis consommé, ça n'intervient pas non plus dans la réaction chimique. Mais ça n'est pas là au début. Ça n'est pas là à la fin non plus, mais ça n'est pas là au début. Le catalyseur, lui, il est là au début et à la fin. L'intermédiaire réactionnel, il n'est pas là au début. Il est formé puis consommé. Alors on a dit qu'un acte élémentaire, c'était un choc entre deux entités. Par exemple ici, un atome de carbone va réagir avec une molécule de dioxygène. Ils vont se rencontrer et ça va former du dioxyde de carbone. Alors, pour que la réaction soit plus rapide, il faut augmenter le nombre de chocs. Alors, comment on va faire pour augmenter le nombre de chocs? On a vu par exemple qu'on pouvait augmenter la température et ou la pression, et on peut aussi augmenter la concentration. Maintenant, ce qu'on va voir, c'est pourquoi, quand on fait ça, ça augmente la vitesse de réaction. Alors, on va commencer par la température. La température, en fait, qu'est-ce que c'est? La température correspond à l'agitation des molécules. Quand la température augmente, l'agitation des molécules augmente. Et donc, le nombre de chocs augmente et la vitesse de réaction aussi. Donc, c'est pour ça que quand la température augmente, la vitesse de réaction augmente. C'est parce que les molécules seront plus agitées et donc, du coup, elles se rencontreront plus souvent. Pour la pression maintenant, si on prend un ballon, on zoome, on voit que dedans, il y a des molécules de gaz. Quand la pression augmente, quand on gonfle un ballon, on rajoute des molécules, ça augmente sa pression. Le gaz va appuyer davantage contre les parois du récipient. Les molécules frappent donc plus souvent contre les parois, car elles ont moins de place, ce qui augmente les chocs entre les molécules et donc la vitesse de réaction. Donc voilà comment la pression va, elle, augmenter la vitesse de réaction. C'est parce que les molécules ont moins de place, elles vont se cogner les unes contre les autres plus souvent et ça va augmenter la vitesse de réaction. Et enfin, la concentration, c'est à peu près comme la pression, parce que quand une solution est plus concentrée, les ions sont plus nombreux dans un certain volume, donc ils ont plus de chances de se croiser, donc de se foncer dedans, et donc du coup, ça va augmenter la vitesse de réaction. On va terminer par quelques petits exercices pour tout déchirer au contrôle et au bac. Exercice 1, l'iodure d'hydrogène Hi peut se décomposer pour former du diode I2 et du dihydrogène H2. Je vous demande de décrire l'équation de réaction, de calculer la vitesse volumique d'apparition de I2 à chaque instant, de me dire comment évolue cette vitesse, est-ce que c'est une loi d'ordre 1, de calculer le temps de demi-réaction et de me dire comment accélérer la réaction, sachant qu'il s'agit de gaz. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, écrire l'équation de réaction, comment on va faire ça? On nous dit qu'il y a Hi qui se décompose en I2 plus H2. Bon, voilà, donc Hi c'est un réactif, I2 et H2 ce sont des produits. Maintenant, est-ce que c'est équilibré? À gauche, on a un H, un I. À droite, on a 2 I, 2 H. Donc, c'est pas équilibré. Pour équilibrer ça, je vais juste mettre un 2 devant Hi. Comme ça, j'aurai 2 H à gauche, 2 H à droite, 2 I à gauche, 2 I à droite. Calculer la vitesse volumique d'apparition de I2 à chaque instant. Alors, on va utiliser le tableau. Donc, on va commencer à t égale 0. À t égale 0, on va prendre avec le point suivant. Donc, ça nous fait que la vitesse, c'est donc 0,24 moins 0 divisé par 0,5 moins 0. Et ça fait 0,48 mol par litre par seconde. C'est positif parce que c'est une vitesse d'apparition.
Donc c'est normal. Si on calcule ça pour toutes les valeurs, voilà ce que ça donne. On peut maintenant répondre à la question 3 qui est comment évolue la vitesse. On se rend compte que la vitesse diminue au fur et à mesure. Ça c'est normal parce que la concentration du réactif diminue au fur et à mesure. Alors est-ce que la vitesse suit une loi d'ordre 1? Bon, si c'est une loi d'ordre 1, dans ce cas-là, la vitesse est proportionnelle à la concentration. Proportionnalité, ça veut dire une droite qui passe par un zéro. Ici, c'est pas le cas. Non, on se rend compte que quand la concentration vaut 0, la vitesse est maximale, et quand la vitesse vaut 0, la concentration est la plus grande. Donc en fait, c'est pas du tout une loi d'ordre 1. Calculer T1,5. Donc le maximum, il est à 0,7. La moitié, c'est 0,35. Et donc du coup, on va trouver un temps de demi-réaction qui vaut environ 0,75 secondes. Et comment accélérer la réaction sachant qu'il s'agit de gaz? Eh bien en fait, en augmentant la pression et ou la température, on va être capable d'augmenter la vitesse, parce que pour les gaz, la pression ou la température, ils y sont très sensibles. Exercice 2. La décomposition du peroxyde d'hydrogène H2O2 aboutit à la formation d'eau, H2O, et de dioxygène O2. C'est les mêmes questions que dans l'exercice d'avant. Écrire l'équation de réaction, calculer la vitesse de disparition de H2O2, comment évolue la vitesse au cours du temps, est-ce que c'est une loi d'ordre 1, calculer T1,5, et on vous dit que le platine peut accélérer la réaction. Comment on peut qualifier le platine? Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Écrire l'équation de la réaction, donc c'est encore une décomposition. Donc H2O2 donne O2 plus H2O. Est-ce que c'est équilibré? Non, on a 2 H à gauche, 2 H à droite, ça c'est bon, mais les oxygènes, ça ne va pas. On a 2 oxygènes à gauche et on en a 2 plus 1, 3 à droite. Donc du coup, il faut rajouter des oxygènes à gauche, donc ça fait, on met un 2 devant, ça nous fait 4 H, 4 O. Et de l'autre côté, on a 3 O et 2 H. On multiplie par 2 la molécule d'eau, ce qui nous fait 4 H comme à gauche, tout va bien. Et les oxygènes, c'est bon aussi, parce qu'on a 2 plus 2, ça fait 4. Et à gauche, on a 2 fois 2, ça fait 4 aussi. C'est équilibré. Calculer la vitesse de H2O2 à chaque instant. Alors on y va. On prend le premier point et le deuxième pour faire l'exemple. Donc ça fait 5,25 fois 10 puissance moins 2 moins 7,3 fois 10 puissance moins 2 divisé par 5 moins 0. Et donc ça fait moins 4,1 fois 10 puissance moins 3 mol par litre par minute. C'est négatif parce que c'est une vitesse de disparition. C'est normal. Donc voilà le calcul pour le premier point. On calcule pour les autres points. Voilà ce que ça donne. Maintenant, comment évolue la vitesse au cours du temps? Eh bien, la valeur de la vitesse diminue. La valeur absolue de la vitesse diminue. On passe de 4,1, 2,1, 1,85, 1,14, 0,62 fois 10 puissance moins 3. Mais la vitesse, elle est négative parce que c'est une vitesse de disparition. Est-ce une loi d'ordre 1? Bon, si c'est une loi d'ordre 1, alors la vitesse est égale à k fois la concentration. Et donc, du coup, k est égal à la vitesse divisée par la concentration. On va calculer k pour les différents points, on va voir ce que ça donne. Donc k, on trouve 0,056, 0,04, 0,044, 0,048, 0,051. C'est pas trop mal, les valeurs sont quand même pas trop dispersées. Si on trace la courbe de la vitesse en fonction de la concentration, on voit qu'on a quasiment une droite. Après, c'est des valeurs expérimentales. On a une droite moyenne qui passe presque par tous les points. C'est pas trop mal, donc on peut considérer effectivement que c'est pas très loin d'une loi d'ordre 1. Calculer T1,5, pour ça, on regarde la courbe. Au début, au maximum, on est à 7,3. À la fin, on est à 0. Donc, du coup, la moitié, c'est 3,65. Et on regarde en bas et on va trouver un temps de l'ordre d'à peu près 13 minutes. On dit que le platine peut accélérer la réaction. Comment qualifier le platine? Le platine, c'est un catalyseur. C'est de la matière, donc c'est un catalyseur. Enfin, le monoxyde d'azote NO point peut réagir avec H2. Alors le petit point veut dire qu'il y a un électron libre. NO, du coup, ça en fait ce qu'on appelle un radical. Un radical, c'est quand on a un électron comme ça tout seul. Ça, c'est très instable. Donc le monoxyde d'azote va réagir avec le dihydrogène pour former H2O plus un atome d'azote tout seul qui va réagir avec NO pour former N2O. Et le N2O va réagir avec H2 pour former N2 plus H2O. On vous demande d'écrire l'équation globale de la réaction et d'identifier les intermédiaires réactionnels. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Alors, écrire l'équation globale de la réaction, on va regarder un petit peu toutes les réactions, on va voir ce qui se simplifie. On voit qu'il y a du N qui est formé, il est reconsommé tout de suite, on l'enlève. On voit qu'il y a du N2O qui est formé à la deuxième, il est consommé au troisième, on l'enlève. Et donc du coup, la réaction, ça va nous faire 2H2 plus 2NO donne
N2 plus 2H2O. On voit qu'on a bien 2H2 à gauche, ensuite on a 2NO à gauche, ensuite on a 2H2O à droite et un N2, donc tout va bien. On va maintenant regarder les intermédiaires réactionnels. Le N, il est fabriqué à la première, il disparaît à la deuxième, c'est un intermédiaire réactionnel. Et pareil pour N2O. On va finir par le même exercice que l'exercice 3, cette fois-ci avec le protoxyde d'azote, qui est un gaz anesthésique, un gaz anesthésiant. Le protoxyde d'azote, il est connu pour d'autres choses, ses propriétés hilarantes, mais c'est un gaz anesthésique, donc à haute dose, c'est très très dangereux. Il peut se décomposer sous la forme de N2O donne N2 plus O, et le O va réagir avec N2O pour former du diazote et du dioxygène. Je vous demande d'écrire l'équation globale de la réaction et d'identifier les intermédiaires réactionnels. Vous pouvez faire pause et ensuite on corrige. Donc voilà les réactions. On se rend compte que l'oxygène, il est formé à la première, il disparaît à la deuxième. Donc on peut déjà tout de suite identifier que c'est un intermédiaire réactionnel. Et l'équation globale, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2N2O donne 2N2 plus O2. Alors, la cinétique chimique, c'est une leçon qui va assez vite. On n'a pas trop le temps d'y revenir pendant l'année, mais pourtant, c'est assez important. Ça peut tomber au bac, ça peut pas faire l'objet d'un exercice complet, mais ça peut être quelques questions dans un exo de chimie. Donc, c'est important de maîtriser ces notions. Moi, je vous dis à bientôt, vers la chimie et au-delà.